Dans cette grande édition de 23 heures, d'abord 10 morts et 10 blessés graves. C'est le bilan provisoire de l'attaque terroriste des déplacés de Mugunga. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Les éléments du M23 ont débandade, ont largué 5 bombes dans la cité des déplacés. L'opinion s'interroge. Pourquoi cette force du mal s'attaque-t-elle aux objectifs civils? Nous avons joint au téléphone notre confrère Fouver Wundi depuis la ville de Goma, dans ce duplex. Exactement dans la matinée de ce 3 mai, des bombes en provenance de zones contrôlées par l'M23 sont tombées dans les quartiers Mugunga, l'espace connu sous les pseudonymes de Kimachine, où se trouvent les camps des déplacés, un des camps des déplacés. Il est dénombré jusqu'à 13h heure de Goma, 10 personnes tuées et 26 blessés graves. Cet incident sécuritaire survient alors que l'on était en train de célébrer la journée de la liberté de la presse avec le gouverneur qui a été obligé de se rendre sur le terrain pour superviser et suivre la situation. Mais pourquoi aujourd'hui les terroristes du M23 sont en train de cibler les objectifs civils? Il faudra les mettre dans le cadre de leur esprit belliciste. C'est quand on est animé par un esprit de terrorisme, on veut créer la panique dans la cité pour que la population puisse se désolidariser avec les autorités en place. Ça, c'est une des stratégies que l'M23 utilise, vouloir monter la population contre les autorités afin de se donner un chemin qui peut les amener à agir entre guillemets au nom de la sécurisation des populations. Il faille lire les communiqués publiés par un des dirigeants de ces mouvements terroristes qui serait en train de dire que serait une manœuvre du gouvernement pour s'attirer la sympathie internationale. Pensez-vous que ce genre de langage sont ceux qui peuvent facilement amener la population à pouvoir se désolidariser de son gouvernement? Donc c'est cette stratégie-là qu'ils essaient d'utiliser pour ça. Mais on est en train de vivre sur le terrain que la solidarité entre la population et son armée et son gouvernement reste grande pour que les terroristes ne puissent pas arriver à leur objectif. Une autre raison donnée par les sources militaires, il y a eu une intervention des FARDC sur des dépôts d'armes localisés dans les collines de Massissi. Cette intervention d'armée a permis la destruction d'une grande quantité d'un dépôt d'armes de ces terroristes. Et dans la revanche, ils ont fait des tirs à l'aveuglette pour montrer qu'ils peuvent encore, disons, pousser le gouvernement vers la table de négociation. Merci Fouver Wundi pour toutes ces précisions. Et le gouvernement de la République prépare une riposte proportionnelle aux bombes larguées ce vendredi matin par l'armée rwandaise à travers les supplétifs du M23 dans le camp des déplacés de Luchagala, situé dans le quartier Mugunga, dans la périphérie de Goma. Réunis en conseil des ministres ce vendredi, les membres du gouvernement qui expédient encore les affaires courantes envisagent par ailleurs de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer cette violation flagrante des droits humains. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord 1 minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir
les conseils de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, les gouvernements de la République se préparent à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Prenons cette nouvelle et c'est à la suite de cette énième agression rwandaise que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé d'écourter son séjour européen en annulant carrément sa visite officielle en Hongrie pour retrouver ce week-end au pays. Autre chose, remise assistance de la SNEL en vivre et non-vivre aux déplacés de Mugunda dans la province du Nord Kivu, cela grâce à la collecte de fonds des agents et cadres de cette société nationale, une assistance constituée de riz, huile, farine de manioc, semoule et autres. Les membres de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité Nord Kivu ont apporté une assistance de vivres et non-vivres aux déplacés de guerre se trouvant à Mugunga le 25 avril 2024, assistance qui a été constituée grâce à des fonds collectés par les agents de la direction générale de la SNEL et cela sous l'impulsion de leur directeur général Fabrice Lusinde Walusangi. La joie était immense pour ces déplacés qui ont tout simplement remercié la SNEL pour ce geste d'amour. J'ai dit, continuez à nous aider, que Dieu vous bénisse, ne baissez pas les bras car nous souffrons beaucoup. Nous avons trouvé à manger, j'ai dit merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, je viens de Saké. J'ai eu de la farine, du sucre et un peu de riz. Je viens de chercher qu'il continue à faire ainsi, car la vie est devenue difficile, il n'y a pas de sécurité. Merci beaucoup et soyez bénis, venez encore. Au nom des mamans de la SNEL, Madame Mouamini Maznissoudi, vice-présidente au sein de la délégation syndicale de la SNEL, Nord Kivu, a remercié leur directeur général Fabrice Lusinde pour cette assistance qui a permis d'accorder le sourire à des centaines de déplacés. Cette action a été posée par une collecte de fonds à Kinshasa par les agents de la DG. Alors, tout le monde y a mis de sa poche. Alors, avec ces fonds, nous nous sommes organisés pour acheter les vivres et les non-vivres. Nous avons eu plus de 150 ménages. Pour rappel, dans la province du Nord Kivu, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir de leur localité dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Nyiragongo, une situation qui les rend trop vulnérables. Pendant ce temps, la dernière communication du CESAC recommande aux organes de presse de toujours se référer aux sources officielles avant de traiter des questions et de la rébellion à l'est du pays. Continue à susciter d'ailleurs la polémique dans l'opinion. Et pour dissiper tout malentendu, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, Christian Bossembe, éclaire l'opinion au micro de Odilon Kayuma. Le récent communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC continue à faire grand bruit. Un communiqué recommandant au directeur des programmes de tous les médias opérant en RDC de ne plus diffuser les informations en rapport avec la rébellion de l'Est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Pour une frange des professionnels des médias qui n'est pas d'accord à ce sujet avec les CESAC, s'insurge contre toute tentative de museler la presse, sinon d'étouffer la liberté d'expression consacrée par la Constitution de la République. Le président du CESAC réagit. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi est-ce que c'est une régression. Au contraire, c'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information.
Il faudrait que le journaliste ait l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Une autre affaire qui fait grand bruit au niveau de la presse, les dossiers forage et lampadaires, qui a coûté des millions de dollars américains au trésor public congolais, dont l'exécution sur le terrain suscite plusieurs interrogations et parfois des positions partisanes dans les chefs des professionnels des médias. Et Crispin Bossembe à l'appel à la conscience professionnelle. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter des gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laissez les instances judiciaires faire leur travail. En ces jours de la célébration de la Journée mondiale de la presse, le président du CESAC n'a pas oublié de remercier tous les professionnels des médias, notamment pour le travail de haute volée abattu tous les jours, afin d'informer le public en général. De Bruxelles, où il se trouve, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, s'est exprimé sur la Journée internationale de la liberté de la presse. Il a salué la bravoure et le sens d'abnégation des chevaliers du micro et de la plume. Ces derniers travaillent parfois dans des conditions difficiles, dans le souci de donner la bonne information. Suivez cet extrait choisi par Oscar Mbalkaïj. C'est la troisième année consécutive depuis l'investiture du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde que nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse, qui représente pour nous un moment d'arrêt pour essayer d'analyser avec toutes les organisations de la corporation les chemins parcourus. Dans ce que nous pouvons nous dire, nous pouvons noter que nous avions fait beaucoup de progrès, qu'à ce stade nous avons élaboré un plan avec des réformes bien précises que nous avons déjà commencé à implémenter. La principale réforme étant la réforme de la loi, baptisée d'ailleurs loi Mouyaya, qui nous permet après 26 ans de nous doter d'une nouvelle loi qui prend en compte notamment l'existence de médias en ligne, de médias confessionnels et toutes les autres catégories des médias. Après la tenue des États généraux qui ont été ouverts par les présidents de la République, qui, je dois rappeler, a toujours été le partenaire fidèle qui nous accompagne à chaque célébration pour être sûr que l'agenda convenu, le gouvernement fait sa part, les organisations de la corporation font aussi leur part. À ce stade, nous pouvons considérer que nous avons fait beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne la sécurité des journalistes, principalement à cause de ce qui se passe dans l'Est du pays. Il faut rappeler que plusieurs médias ont été attaqués par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, qui font qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne sont plus en mesure d'exercer à Kichanga notamment et qui sont pour la plupart basés à Goma. Ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu majeur pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer cette fois-ci que nous allons, dès notre retour à Kinshasa, inviter les directoires de l'Union nationale de la presse du Congo pour qu'enfin nous puissions travailler à l'organisation du congrès, parce que nous avions convenu avec les organisations d'avoir un moratoire qui suspend l'octroi de la carte. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a plus de carte de presse et qu'il y a un besoin pour nous aujourd'hui de finaliser à travers les congrès, de doter l'UNPC des structures pour lesquelles un travail a déjà été fait de manière étroite. Nous savons ce qu'il faut faire. Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leur carte de presse parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un état. De l'autre côté, l'aéroport de Bunia sera allongé pour atteindre 2500 mètres. Les habitants touchés par ces travaux de réfection ont été indemnisés. Le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général John Luboya, a visité ces travaux et s'est assuré du bon déroulement de l'opération d'indemnisation. Le travaux de démolition de maisons pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bunia ont débuté ce jeudi 2 mai 2024 ici au chantier situé dans le quartier Bandaï, dans la commune de Chari. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Je suis très contente. Même si on était là, les avions atterrissaient.
Il y avait toujours de la peur. J'ai acheté ici moins cher, mais bien remboursé. Je pourrais aussi un jour monter à bord de cet avion. On est satisfait de ce qui a été fait. En gros, on a restitué presque tout le monde. Il reste peut-être pour quelques-uns, pour nous, pour les maisons, parce qu'on a restitué et la terre et les maisons. L'objectif est d'élargir cette piste à 2500 mètres de longueur, affirme l'ingénieur Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogaban. Ce qui concerne la piste, elle était de 1850, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passera à 2500. Ça, c'est pour pouvoir recevoir des aéronefs tels que les Boeing 767-600 ou les Airbus A320, ce qui pourrait être des aéronefs qui peuvent partir d'ici même dans les pays limitrophes tels comme Ethiopian Airlines, comme Kenya Airways. Tout ceci pourront atterrir ici et décoller. Ici, au chantier, les travaux évoluent à pas de géant. Bientôt, la province aura un aéroport au standard international, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, soucieux de voir le résultat dans un temps record, s'est engagé à suivre de près l'évolution des travaux de modernisation de la ville, ainsi que l'aéroport Morongo de Bunia. Direction le Kasaï pour parler cette fois-ci de la plénière du nouveau bureau à l'Assemblée provinciale. La population du Kasaï en général et celle en particulier est satisfaite de la victoire de Crispin dans l'élection de gouverneur. Également satisfait du déroulement des scrutins de gouverneur. Alain Tissot civique avec toute responsabilité afin de faire leur choix sur les candidats désignés par l'Union sacrée de la nation. Il a en outre promis un contrôle parlementaire rigoureux pour le décollage de cette province. Le vote que nous avons opéré répond aux choix de la population et je pense que ces choix-là aussi doivent aller avec le contrôle. Donc le gouverneur que nous venons de voter a la chance d'être de même parti que moi, mais ça ne donne pas une carte blanche pour que n'importe quoi puisse se faire. Nous allons jouer notre rôle parlementaire, lui jouera son rôle d'exécutif et ensemble nous pourrons quand même relever les défis. Vous savez, il y a un défi majeur au Kasaï, c'est que nous sommes une province post-conflit, nous sommes une jeune province, nous sommes une province qui n'a pas décollé. Les 5 dernières années ici au Kasaï, nous n'avons pas eu l'appui du gouvernement central. C'est pourquoi nous avons porté les choix vers quelqu'un qui a l'appui de l'autorité nationale pour que son implication, son attachement au parti puisse quand même aider la province à gagner, soit en télé évident. Voilà. Soulignons que le nouveau gouverneur élu, Maître Crispin Mukendi, c'est une réalisation de la volonté de la population de la province du Kasaï qui veut à tout prix un changement total à la tête de cette province de la République démocratique du Congo. Le village Mupanza dans le secteur de l'Uilu refait sa peau neuve. Nous sommes là dans la province du Lualaba. La population vient de bénéficier de 1500 poteaux de lampadaires pour l'éclairage public dans ce village situé à 30 km de la ville de Kolwezi. C'est une œuvre de Betty Kiyando, la chef de cette entité. Ricardo Bambeka, reportage. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base à impact visible est l'un des 6 priorités du 2e mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour matérialiser cette vision du chef de l'État, celle de promouvoir la desserte en électricité et dans le secteur de l'Uilu, territoire de Muchacha, province du Lualaba, Betty Kiyando Katoke, chef de secteur, a installé 1500 poteaux avec lampadaires pour l'éclairage public à l'énergie solaire. Le village Mupanza, à 30 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu la province du Lualaba, en est le premier bénéficiaire. C'est un projet qui s'étendra sur d'autres villages du secteur de l'Uilu, a souligné l'autorité locale. L'inauguration et la remise officielle est intervenue vers 19h, heure locale, au grand honneur de la population.
C'était après la note technique lui présentée par l'ingénieur entrepreneur. C'est un véritable défi relevé par la patronne du secteur de Luilou. Sur un parcours de 500 mètres, la population en liesse l'a accompagnée à pied en remerciant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé Betty Kiando à la tête de cette entité territoriale. De par son rôle de servir de canal de passage sur la route Kolwezi et Lubumbashi, le développement du village Mopanza vaut la peine. Avec des acteurs bien éclairés, c'est le résultat du dynamisme managérial de cette femme d'exception dont son inspiration émane de la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini. Face à ce défi relevé d'éclairage public, les réactions n'ont pas tardé. Ce que je peux dire, c'est remercier d'abord les honorables députés provinciaux de m'avoir élu, me donner la chance d'aller à Kinshasa pour défendre notre très chère province et défendre notre population. Je crois qu'à chaud, je peux dire que c'est beaucoup de responsabilités. Je ne pense pas que ça doit se fêter, parce que c'est un devoir, c'est un contrat que je viens de signer, non seulement avant avec la population, mais maintenant avec la province. Je sens le poids sous mes épaules. Donc tout ce que je peux dire, c'est les élections ont pris fin. Maintenant, il faut qu'on travaille parce que notre chère population souffre. La population attend beaucoup de nous. Donc c'est l'heure de travail. Il y a beaucoup de défis. Vous savez que un parlementaire, un député, un sénateur, son travail c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Donc je ferai mon travail en tant que parlementaire. On proposera des lois qu'il faut et on essaiera de contrôler l'exécutif pour que l'argent du contribuable soit réellement affecté au bien-être de notre population. Ça, c'est le plus grand travail qu'on aura à faire. Et vous venez donc là de suivre à l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui vient de procéder à l'élection et à l'installation du bureau définitif l'honorable Desli Mata, élu de Makanza, qui va désormais conduire à la destinée la première institution provinciale de l'Équateur pour les jours à venir. Dans notre temps, le gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai, qui vient d'adhérer à la vision du chef de l'État, va sur la réduction de la mortalité infantile en augmentant le budget du secteur de sa santé dans la province à hauteur de 15%. Suivez. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière avec un quorum de 12 députés sur le 21 que compte l'Assemblée provinciale de l'Équateur, à savoir installation du bureau provisoire par le directeur administratif Mola Jean-Robert, étude de la pétition de désaveu initiée contre l'ancien bureau provisoire, installation du bureau définitif et enfin communication du président. Le directeur administratif Mola Jean-Robert, qui a convoqué cette plénière, précise ici ses motivations. Considérant la situation des turbulences politiques perpétuelles et des indisponibilités constatées, l'honorable Makongo Abukana, président, assisté de 2 cadets. Honorable Boloko Djema Clarisse, honorable Bozoko Manyongo, vigilant. Après installation du bureau provisoire, celui-ci a à son tour procédé à l'installation du bureau définitif composé de 5 membres dont l'honorable Delsi Mata Delsi, président, l'honorable Makongo Amukana, vice-président, l'honorable Bozoko Manyongo, vigilant, rapporteur, l'honorable Ambokani Ezekiel, rapporteur adjoint, et enfin l'honorable Clovis Elongama, questeur. Dans sa communication, le président de la première institution de l'Équateur a lancé un message de paix et un appel à la conscience à l'endroit de 21 députés que compte l'organe délibérant. Notons qu'au cours de cette plénière, le bureau définitif a rejeté les invalidations de 3 députés du MLC et APA-MLC.
Nous sommes vite allés en besogne. Vous venez plutôt de suivre l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui vient de procéder à l'élection et à l'installation du bureau définitif. Et entre-temps, le gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai Moadi, vient d'adhérer à la vision du chef de l'État sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile en augmentant le budget du secteur de la santé dans cette province à hauteur de 15%. Et dans le cadre de l'effectivité de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, volet santé universelle, le gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai Moadi, vient de s'engager à lutter contre la mortalité maternelle et infantile par l'augmentation du budget du secteur santé de la province à la hauteur d'au moins 15%. Cette décision a été prise au cours de la cérémonie de la campagne nationale des plaidoyers politiques en la matière, organisée par la coalition de la société civile pour la santé de la reproduction, mère, du nouveau-né, de l'enfant, de jeunes, adolescents, les soins de santé primaire et la nutrition RDC, COSE, SRMNEA, NUT en sigle. Diverses présentations ont caractérisé cette activité, présentée tour à tour par le ministère provincial de la Santé, des experts nationaux, du SRMNEA venu de Kinshasa, la DPS Kwilu, une production théâtrale par l'ONG Kanaki et le ministère provincial du budget. Sur place, une collecte de fonds a été faite pour donner le go à une nouvelle structure créée par l'autorité provinciale dénommée Fonds de solidarité pour la promotion de la santé de la femme et de l'enfant. Question de mener une bonne lutte. Félicien Kiwai Moadi. Nous engageons résolument d'octroyer notre budget du secteur de la santé à la hauteur de 15% au cours de cette année 2024. Par la même occasion, j'annonce l'adhésion ferme à l'idée nous proposer de la mise sur pied dans notre province du Fonds spécial de solidarité pour la santé de la mère et de l'enfant. Sur place, plusieurs autorités politico-administratives se sont engagées à cette lutte, notamment le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Nsaman, qui salue cette initiative. L'engagement à créer le fonds qu'on a appelé Fonds de promotion, Fonds de solidarité pour la promotion de la santé de la femme et enfant, ce qui est une bonne chose. Un pari gagné pour le secteur de la santé au Kwilu. Autre chose, la participation des coopératives agricoles au développement socio-économique et les bonnes raisons d'y adhérer. Ces notions ont été expliquées aux mamans maraîchères de Selembao, ceci dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Reportage signé Serge Merlin-Mata. Cette rencontre était une belle opportunité pour le président des bétonistes Michel Chimbaï d'outiller et de sensibiliser les femmes maraîchères de Selembao sur les raisons d'adhésion et l'importance de rejoindre une coopérative agricole dans l'élimination de la pauvreté compte tenu de ses différents avantages, à savoir l'indépendance économique et le développement d'une agriculture durable. Et cela avec comme seul objectif d'augmenter la productivité et d'inonder surtout les marchés agricoles initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec des différents produits agricoles et des biens de première nécessité, tout en insistant sur le rôle de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Michel Chimbaï a saisi l'occasion pour faire un don des matériels et outils agricoles au profit des femmes maraîchères de Selembao. Il s'agit des semences, des houes, des pelles, des râteaux et bien d'autres matériels encore. Le président des bétonistes leur a exhorté d'en faire bon usage du dit matériel. Nous avons voulu sensibiliser ce moment à la création d'une coopérative qui permettra aux membres de cette coopérative de bénéficier des crédits agricoles vœux du chef de l'État ainsi que d'inonder les marchés. Ainsi, pour nous, une manière de contribuer à la vision du chef de l'État. Les bénéficiaires ont à leur tour exprimé leur gratitude à l'endroit de leurs bienfaiteurs pour son appui. Et pour terminer, parlons du point de presse de la CIMOCEL, structure de la société civile, en rapport avec le processus électoral, des recommandations lues par Luc Loutala.
Plusieurs faits en rapport avec le processus électoral durant le mois d'avril ont été recueillis, documentés, analysés et publiés par la CIMOCEL, Synergie des mouvements d'observation citoyenne des élections. Dans sa 3e déclaration globale du mois d'avril, la CIMOCEL a épinglé quelques articulations relatives aux opérations électorales telles que l'organisation des scrutins des gouverneurs et sénateurs, la campagne à plusieurs facettes pendant cette période, la corruption, les traitements des contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle émaillés d'imperfections, les dénonciations, les irrégularités dans l'observation de ces scrutins, le primaire à l'Assemblée nationale, y compris l'insécurité dans le Nord Kivu et ailleurs. Toutes ces opérations ont été confrontées au cadre légal. Voici les recommandations formulées à l'endroit de toutes les instances et parties prenantes. Au gouvernement, la CIMOCEL a recommandé d'actionner des mécanismes de droit pour traduire en justice tous les détourneurs des deniers publics, mais de mettre aussi à la disposition de la CENI les moyens financiers pour que celle-ci puisse bien faire son travail. Au ministère de l'Intérieur, la CIMOCEL a recommandé de produire le plan de sécurisation dans des élections dans les territoires où les élections ne sont pas encore tenues, mais en même temps de se saisir des dossiers des partis politiques qui ont versé dans des malversations, des crimes électoraux en radiant ces partis politiques. À la CENI, d'exiger du gouvernement les moyens financiers, mais aussi de saisir le ministère de l'Intérieur ainsi que les cours et tribunaux sur tous les cas délictueux des violations de la loi électorale, et à la société civile à jouer pleinement son rôle de défenseuse, d'encadreuse et de mobilisatrice de la population pour la connaissance de ses droits, pour son réveil en tant que peuple souverain. Pour la CIMOCEL, les peuples congolais doivent assumer leur souveraineté en vue de bénéficier d'un processus électoral véritablement démocratique. La CIMOCEL, en tant que structure de la société civile, en synergie avec les autres organisations citoyennes pour les élections, joue bien ses rôles de surveillance et de suivi. À chacun d'apporter sa contribution dans cette démocratie voulue par tous. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Ruben Kumbu qui a été à la réalisation. Et la partie technique était assurée par José Dimonekene, Gabi Konga. Et demain à 7h, vous suivrez à la première livraison d'informations Eurydice Kitutu Modiri. Votre suite de programme sur votre chaîne, la Radio-Télévision Nationale Congolaise.